Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies. Voies VOIES. Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de succès, de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas, et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro, en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Jean-Paul Rouve dans un format un peu plus court qu'à l'habitude, entre deux interviews pour son nouveau film, Le Trésor du Petit Nicolas, qui sort dans les salles ce mercredi 20 octobre. On discute avec Jean-Paul de son enfance dunkerquoise, du rôle de la mer et de l'horizon dans son envie d'ailleurs, de ses débuts au théâtre au collège, de la création des Robins des Bois et de leur passage chez Comédie et Canal+. D'ailleurs, sur ce passage de sa vie, j'en profite pour vous renvoyer à l'interview que j'avais faite avec Maurice Barthélémy, dont je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. On en parle beaucoup plus longuement avec Maurice. Pour revenir à Jean-Paul, on discute aussi de sa carrière au ciné, mais aussi de l'expo des photos de son papa. Parce que oui, le papa de Jean-Paul avait beau être ouvrier, il a aussi un génial œil de photographe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, soit en me postant un commentaire dans Apple Podcast, soit en m'envoyant un message vocal. J'ai très hâte d'entendre vos voix, je vous mets toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute et encore une fois, un grand merci à Jean-Paul pour sa disponibilité. Salut Jean-Paul. Ça va, salut. Ça va? Oui, ça va, merci. C'est la course. C'est la pro-course, oui, enfin c'est la promo, quoi. Donc la promo, c'est toujours comme ça, tout est concentré et on fait on enchaîne les interviews, ouais. Bon, tu joues dans ce film qui s'appelle Le Trésor du Petit Nicolas de Julien Rapneau. Oui. Et qui est au cinéma là le 20 octobre. Ouais. On va parler de ton parcours. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Jean-Paul, quand tu avais 7-8 ans? Bon, j'étais un petit garçon assez sage, assez respectueux de ses parents, qui voulaient bien faire. J'ai eu une enfance très heureuse, assez solitaire. J'ai toujours été solitaire, à jouer dans ma chambre, restant beaucoup à la maison. J'avais pas beaucoup d'envie d'activités parascolaires ou des choses comme ça. Ça a toujours été ça. Et j'ai toujours été, étant fils unique, j'ai toujours été dans un milieu avec des adultes. J'ai toujours côtoyé beaucoup d'adultes, sauf à l'école bien sûr, mais voilà. Donc j'avais peut-être des goûts et tout qui étaient déjà plus vieux que mon âge. Ok, tu veux dire que tu... Au niveau de musique, par exemple, j'écoutais, je me souviens petit, moi je me souviens, ma mère écoutait beaucoup de Brassens, Brel. Donc j'ai des souvenirs tout petits d'écouter ces chanteurs-là, ce qui est pas courant pour un petit. Oui. Après j'écoutais aussi des choses. J'ai petit, on écoutait Pierre Perret, des choses comme ça aussi. Hein. Comment on a un truc en commun, toi et moi, c'est que moi j'ai grandi dans le Nord. Où ça? À Neuville-en-Ferrain, près de la frontière belge. Frontière belge, d'accord. Voilà, ouais. Toi, t'es plus sur la côte. Ouais, c'est Dunkerque, ouais. Ça fait comment de grandir à Dunkerque? Qu'est-ce que ça... Moi, j'ai un très bon souvenir de cette ville. Après, l'avantage, peut-être par rapport à toi, même quand on vit dans des petites villes modestes comme ça, c'est que Dunkerque, le gros avantage, c'est qu'il y a la mer. Et une ville où il y a la mer, ça change tout. Je pense que psychologiquement, pour quelqu'un, ça change tout, la mer, parce que il y a une sorte de... Il y a un horizon. Il y a un horizon, il y a quelque chose. Donc il y a ce petit plus-là. Après, oui, c'est des petites villes de province, et j'ai très vite rêvé de m'en échapper. Même si j'ai eu une enfance heureuse, hein. Mais je savais que je ne ferais pas ma vie là, ça, c'était certain. Comment tu le savais? C'était quoi j'avais envie d'ailleurs. T'avais un modèle Non, j'avais envie d'ailleurs.
je pense que Paris, tout ça, les grandes villes, la culture me faisait déjà envie et rêver, ouais. Tu faisais déjà du théâtre tout petit au collège, c'est ça? Non, au collège, oui, un peu plus tard, oui. Ou au collège, oui. Et oui. Comment tu t'es pris au jeu? Ça, je me souviens pas. Ouais. Je peux pas se souvenir. Je me souviens de voir des films quand je suis môme, mais comme tout. Mais de là à faire... pourquoi à un moment, j'ai dit, tiens, il y avait des cours de théâtre au collège. Pourquoi j'y suis allé? En plus, j'étais le seul garçon, parce que les cours de théâtre, quand t'es au collège, enfin, moi, à mon époque, aujourd'hui, j'en sais rien. C'est que des filles, en fait. Il y a que des filles. C'est comme la danse et tout. T'as que des filles. Et donc, moi, je me retrouve dans un club de théâtre. Et je suis le seul garçon. Donc, ça t'éloigne presque de tes copains. Parce que t'as pas les mêmes envies que tes potes, quoi. T'as pas envie d'aller faire de foot. T'as pas envie de tout ça. T'as envie de faire du théâtre. Et comment t'as géré justement le fait d'être entre filles comme ça? Non, ça allait. Après, c'est toujours pareil. C'est le paradoxe de l'enfance. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que tu veux être dans la masse, tu veux pas qu'on te remarque et tout. Tu veux ça. Enfin, moi, en tout cas. Et puis, t'as le paradoxe de vouloir aussi faire des choses qui soient différentes. Donc, tu navigues entre ces deux choses-là. Comment tu fais pour te dire un jour, tiens, en fait, je me tire, je me barre, je me casse, j'ai envie de me barrer? Non, d'abord, j'ai fait ma scolarité à Dunkerque, évidemment. Ensuite, je suis parti à Lille pour la fac, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de fac à Dunkerque. Donc déjà, j'allais dans une ville plus grande, qui était à 1 heure de Dunkerque à peu près. Tu faisais quoi comme Je faisais information, communication, lettres modernes. Mais je faisais ça parce que je voulais faire du théâtre, mais c'était pour avoir un bagage pour rassurer mes parents. Et ensuite, j'ai une amie qui faisait du théâtre avec moi à Dunkerque et à Lille et qui est venue à Paris pour s'inscrire au cours Florent. Donc, elle s'est inscrite au cours Florent. Moi, j'étais encore à la fac et je l'ai rejoint pour les vacances de Noël. Et je suis allé assister au cours de théâtre. Et c'était Isabelle Nanty, donc la professeure. Et voilà, aux vacances de Noël. Et je suis sorti du théâtre. Je suis sorti de la salle de cours et j'ai appelé mes parents, évidemment cabine téléphonique à l'époque, pour dire voilà, là j'ai fait une licence, j'en peux plus moi de la fac, je veux faire du théâtre, ça y est, enfin vraiment ça y est, laissez-moi faire du théâtre. Ils ont été super, mes parents ils ont dit oui tout de suite. Tes parents ils avaient un peu peur pour toi, c'est ça? Bah oui, ils avaient peur, c'est normal. Hein. Ouais. Un, ils avaient peur et puis deux, mes parents, moi je viens d'un milieu modeste donc financièrement, la vie à Dunkerque et la vie à Paris, c'est pas la même. Hein. Ils faisaient quoi tes parents comme métier? Ma mère était mère au foyer, mon père il était ouvrier, il était au chantier de France à Dunkerque. Ok, donc ouais, gros. Bah oui, le gap il est dingue. Hein. Ouais. Comment ça se passe les cours Florent? C'est à partir de là que tu commences à rencontrer tes potes des Robins, c'est ça? C'est là où je rencontre d'abord Pef. Alors Isabelle Nanty, première année, c'est notre prof. Je rencontre Pef. Et ensuite, par Pef, parce que j'ai jamais été en cours avec ni Marina, ni Pascal, ni Élise, ni Maurice. C'était des potes de Pef, en fait. Parce qu'en troisième année, on n'était pas dans la même classe, il les a rencontrés, enfin bref. Donc c'est comme ça que ça devient des copains. Et c'est Pef qui m'appelle pour dire, bah voilà, avec Marina, on commence à écrire, on avait quitté le cours Florent, hein. Elle commençait à écrire une pièce, une adaptation d'à peu près Alexandre Dumas. On l'avait fait parce que c'était vraiment d'à peu près, Robin des Bois. Et voilà, et il me dit, bah, est-ce que tu veux jouer dedans? Et on commence à répéter, un peu en impro, en tout, et on commence à écrire ce spectacle et à faire ce spectacle avec une base de Pef à la base. Et c'est un jour Farouja, c'est ça, qui vient vous voir? C'est Farouja qui vient nous voir à Fontainebleau, parce qu'on peut pas jouer à Paris, parce qu'on n'a pas les moyens de louer une salle. Donc on a un plan à Fontainebleau, qui est vraiment une grange toute pourrie. Et nous, on est copains avec un acteur qui s'appelle Lionel Abelansky, qui est un petit peu plus vieux que nous, qui a 1 an ou 2, je me souviens plus. Et Lionel, il est déjà jeune prof au cours Florent. Il vient de quitter le cours, il est prof, on est copains. Lui, il est copain avec Michel Hazanavicius et Serge. Donc Michel, le réalisateur de The Artist et tout. Et Michel, évidemment, est très pote avec Farouja. Et donc ces trois-là viennent, grâce à Lionel, viennent nous voir à Fontainebleau. C'est le hasard, mais c'est dingue de se dire, on jouait à Fontainebleau, Paris, c'est loin. C'est une trotte, ouais, bien sûr. Et c'est Lionel qui a dit, qui leur a dit, venez voir ça, c'est des copains, c'est très drôle, ils sont marrants. Et Dominique est venu, alors que Dominique, il était plus dans les nuls, mais il était producteur, il était réalisateur, il faisait plein de choses, Dominique, il était beaucoup pris. Hein. Donc ça veut dire qu'il avait aussi, lui, cette envie d'aller dénicher des jeunes. À cette époque-là, il faudrait lui demander, Dominique, la vraie, ce qui l'a motivé de venir.
Parce que tu te dis quand même taper 50 bornes en bagnole jusqu'à Fontainebleau, et il est venu. Pour voir à peu près Alexandre Dumas. Ouais, pour voir une pièce, je savais pas ce qu'il allait voir du tout, quoi. C'est ouf quand même. Ouais, ça c'est une chance dingue. C'est un truc de fou, ça. Et c'est vrai que de ce fait-là, est-ce que tu crois qu'il y a un truc un peu où Dominique lui s'est fait repérer par De Greff à l'époque, tu vois qu'il y a une Alors sorte je pense qu'il y a un truc comme ça, oui. Oui, parce que Alain est comme ça. D'aller chercher des jeunes, quoi. Oui, bien sûr. Et puis oui, bien sûr, il y a ce truc-là. Puis Dominique, peut-être, il était dans une phase de sa vie où il avait envie de produire, envie de découvrir. Il était jeune producteur, donc sûrement il cherchait des gens à produire et tout. Voilà, on est tombé et on a eu beaucoup de chance, quoi. Donc vous vous retrouvez sur Comédie. Non, d'abord on a fait la pièce, qu'il a produit la pièce de théâtre à Paris. Ah oui, ouais. oui. Il a produit la pièce de théâtre. C'est lui qui faisait la promo parce qu'on n'était pas connus. On a joué à 22h, on jouait au théâtre de la Gaîté-Montparnasse à 22h, puisqu'on n'était pas connus, donc on ne pouvait pas jouer à 20h30. Et ça a marché, au bout de 10 jours, ça a marché. Et après, on était plein, il y avait la queue sur le trottoir, c'était dingue. Et c'est Dom qui a fait la promo. Et c'était avant les réseaux sociaux, hein, donc il n'y avait pas... Non. Nous, on n'avait que... Non, et c'était la télé pour communiquer, donc... ceux qui nous ont aidés, c'est donc Dominique, il est allé faire les émissions nulle part ailleurs. Un qui nous a beaucoup aidé, c'est Jean-Luc Delarue à l'époque. Jean-Luc était pote avec Dominique et il est venu voir spectacle, il a adoré. Il en parlait dans ses émissions et à l'époque, je crois que Jean-Luc était sur Europe 1, je crois. Et on avait aussi un mec, alors ça a été important, c'était un jeune mec, il était jeune à l'époque, qui était sur Fun Radio, qui s'appelait Max. Ah oui, ok. Voilà. Et Max, il faisait le soir. Radio libre. Il faisait une radio que les jeunes écoutaient énormément. Et il était venu voir le spectacle, il avait adoré. Et il en parlait tous les jours. Et il nous a invités des centaines de fois. Il faisait gagner des places. Et donc, les jeunes sont venus aussi grâce à Max. Waouh, ok. Ouais, c'est cool. Donc après, vous vous retrouvez sur Comédie pour le coup. Et après, il crée Comédie, Farouch, ouais. Et là, il nous dit, voilà, est-ce que vous voulez faire des sketchs sur Comédie ? Et nous, on lui dit, bah non, écoute, nous, on sait pas faire ça. On a mis 2 ans à écrire une pièce. Des sketchs, c'est tous les jours. On n'a jamais fait ça de notre vie. Il nous dit, mais vous inquiétez pas, de toute façon, personne regarde. Donc, c'est pas grave. Allons-y. C'est pour ça, il a été dingue. Et on a commencé à écrire des sketchs, laborieusement. Et c'était pas bon au début. Et Dominique, il nous disait rien. Il disait, allez-y. Produisez. On écrivait, et puis un peu, à la fois, on s'améliorait. Et on écrivait, je me souviens, on faisait la grosse émission tous les jours en direct. Et on écrivait 20 minutes de sketch par jour, ce qui est énorme. Énorme. C'est un truc de dingue. C'est tellement énorme qu'à l'époque... ça n'existe plus aujourd'hui. Non, il n'y a plus personne qui fait ça, je crois. Mais même à l'époque, ça n'existait pas. Et on reçoit donc nos sketchs sont déclarés à la SACEM. Et je sais que celle qui s'en occupe reçoit un appel de la SACEM en disant « Vous êtes trompé dans le comptage des minutes des sketchs. C'est pas possible, c'est pas vrai. » Et c'était trop ce qu'on déclarait par mois. Et donc, on a fait ça 2 ans. Comédie, on a fait ça 2 ans. C'est hyper crevant. Évidemment, t'as pas de vie, quoi. Et après 2 ans Canal, et avec le même rythme, à peu près le même rythme, ouais. Et en fait, pendant 4 ans, t'as pas de vie. L'instant norvégien, après, sur Canal. Ouais, l'instant norvégien sur Canal, plus la cape et l'épée. On faisait en plus les pré-génériques, plus un sketch qu'on faisait en début de nulle part ailleurs. Donc, on écrivait peut-être même plus, je crois, à l'époque, sur Canal que sur Comédie. Mais vous sortez de là, vous avez, j'imagine, appris le métier comme pas possible. Bah oui, parce que t'apprends à écrire déjà. Ouais. T'apprends à pas te poser de questions, à jouer, parce que t'as pas le temps. Tu fais un sketch tous les jours, faut jouer. Donc c'est une bonne école. L'école du direct en plus. Ouais. Donc ça fait que t'as peur de rien, parce que t'as fait 4 ans de direct. Et voilà, et puis après on commence à faire du cinoche. Enfin, on en fait un peu à l'époque de Comédie Canal. On commence tous à tourner un peu. Marina et moi un peu plus que les autres, mais on commence tous à tourner. C'était un vrai objectif, toi, de ton côté, de te dire, ok, bah ça va être Non, mais tous, on voulait faire ça. Nous, c'est par hasard, les Robins des Bois. Hein. Nous, on voulait tous être acteurs. Hein. On voulait tous au cours Florent. Marina à l'époque, elle jouait beaucoup, même avant les Robins. C'est Marina qui bossait le plus. Et elle jouait des classiques, du théâtre classique et tout. Elle avait commencé très jeune, Marina, beaucoup plus jeune que nous. Et on voulait tous nous être acteurs. Les Robins des Bois, c'est vraiment un truc dans notre vie qui est arrivé, mais qu'on ne s'attendait pas. Hein. Et qui a créé une... tu crées une dynamique. Ouais, c'est boulot, ça. Ouais. Bah, en fait, tu sais, c'est un peu comme... avant, il y avait le café-théâtre. La bande du Splendid sont fait connaître par le café-théâtre. Après, il y a eu la télé. C'est c'est la télé qui nous a fait connaître, comme les nuls, tout. Puis aujourd'hui, c'est Internet. On serait aujourd'hui...
on ferait une émission sur YouTube. Sur YouTube, certainement. C'est évident qu'on passerait pas par la télé. Donc tu commences à tourner, toi, de ton côté, parce que ça y est, là, vous vous séparez, vous commencez à aller tourner chacun de votre côté. On commence déjà avant à tourner chacun de notre côté. On fait un film ensemble, et puis chacun fait sa vie certains plus dans la réalisation, comme Maurice ou Pef, et puis certains plus acteurs, comme Marina ou moi, par exemple. Voilà. Puis moi, je fais aussi des films. Enfin, on fait tous un peu tout, quoi. Ouais. Ta première reconnaissance par le ciné, c'est ton César. Oui, c'est ça. Pour Batignolles. Pour Batignolles. Ouais. Tu te retrouves un peu par hasard dans ce film, c'est ça, avec t'as une histoire. Non, en fait non. On dîne, on est à Avignon, je me souviens. On est en vacances avec Dominique Farrugia. Et il y a Junio qui est pas loin en vacances, je sais pas où. Et on se fait un dîner à Avignon dans un resto. Et on parle de tout, de rien. Et on parle, il parle qu'il va faire un film qui va se passer pendant l'occupation. Et moi, j'ai une passion pour cette période. Donc on parle d'histoire, en fait. On parle de tout ça. Et puis, je sais pas, quelques mois après, pas longtemps après, il m'appelle. Et je suis à Canal, là. Il m'appelle pour me dire, voilà, je voulais te proposer un rôle dans mon film. Je dis, ah, super. Et je pensais que j'allais passer des essais. Parce que moi, j'ai toujours passé des essais. Et c'est la première fois où j'ai un metteur en scène qui me propose un rôle, en voyant le scénario, en me disant ce que tu veux le faire. C'est la première fois que ça m'arrive. Ok. Tu gagnes le César. Ouais, le César, ouais. Ça te fait quoi espoir. Bah, c'est chouette quand t'es acteur. Venu de Dunkerque. Oui, et puis c'est surtout que moi, je venais de la télé, on fait des sketchs, et puis là, d'un seul coup, tu te retrouves à être reconnu, on va dire, par le cinéma, en gros, voilà. Et en même temps, à l'époque, c'est une bonne période, là. Je fais ça, en même temps, je tourne Podium à l'époque. Ouais, je commence à faire des rôles intéressants, des films intéressants. Ouais. Et j'ai l'impression que depuis, tu n'as jamais arrêté de tourner. Tu tournes beaucoup, d'ailleurs. Ça dépend des périodes, mais ouais. Il y a des années où tu fais peut-être 3 films même, hein. Oui, alors après, ça dépend Après, oui, 3 films, oui, bien sûr. Après, tu sais, ça dépend aussi quand les films sont tournés ou sortent ou machin, les dates, faut toujours se méfier de ça. Des fois, c'est plus étalé. Les productions peuvent mettre plus de temps. Ouais, c'est ça, voilà, ça met plus de temps, ça, machin. Mais oui, il m'est arrivé de tourner, oui. Après, ça dépend des films aussi. Tu sais, quand tu mets des années, ils vont te mettre, mais des fois, t'as une scène dans le film, tu fais une participation, donc, bon, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, il y a des années où je peux faire 3-4 films. Ça m'est arrivé de faire 4 films par an, hein. Ça m'est arrivé, ouais. Ah, maintenant, c'est moins, mais j'en fais moins parce que, bon, je suis plus sélectif peut-être, ou je sais pas. Puis à un moment, tu as l'impression que tu veux faire des choses que tu n'as pas faites, donc il y en a moins. Mais ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu tournes autant? Je sais pas, peut-être une angoisse de ne pas travailler aussi. Ça vient sûrement de culture, de ça. Et puis parce qu'on me propose des choses intéressantes. Tu vois, il y a un moment, c'est difficile de dire non. Hein. Quand tu reçois un truc que tu aimes bien, des fois, je dis à mon agent, je dis, écoute, toi, c'est super, mais là, non, tu vois, je vais pas enchaîner ça avec ça et tout. Et puis 2 jours après, quand il pense encore, c'est toujours pareil. Si tu penses 2 jours après encore au scénario, au film, là, c'est qu'il y a quelque chose. Des fois, t'oublies, comme dans la vie, t'oublies. Donc tu fais, finalement, c'est comme ça. Et 2 jours après, si j'y pense encore, je rappelle Céline et je dis, écoute, tu vois, j'y repense, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même pas mal. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir choisir, ça c'est génial. Donc je vais vers des choses qui m'intéressent, qui m'excitent, quoi. Un metteur en scène que je connais pas, un univers, une écriture que je connais pas, des partenaires aussi avec qui j'ai jamais tourné, tout ça, ça joue. Comment tu regardes ton parcours avec le recul? Je regarde pas le parcours. Tu regardes pas dans le... Non, c'est comme il dit Gérard Depardieu, il dit ça, notre métier c'est faire du vélo, quoi. On fait du vélo, il faut pas descendre du vélo, quoi. Sinon, tu descends du vélo, tu tombes. Donc, non, mais c'est vrai, il a raison. C'est marrant. Donc, non, mais je regarde jamais. Non, pas du tout. Des fois, tu sais, souvent, tu sais, tu fais des endroits où tu fais des festivals ou des machins, et puis tu sais, t'es annoncé Jean-Paul Rouve, alors, qui a fait nanana, et tu sais, 10 films. Tu vois, ça prend 2 secondes, tu te dis, putain, ouais, j'ai fait tout ça, quoi. Voilà, et tu vois, les gens, ils t'applaudissent, t'arrives sur scène, et voilà, quoi. Non, mais il faut pas, tu vas pas, c'est bon. Quand t'es vieux, tu vois, tu pourras après des fois non, c'est avec mes copains acteurs, les films qu'on a fait ensemble, mais c'est comme des souvenirs de vacances. Quand je croise Benoît par exemple Poulvord, avec Benoît, ça nous fait marrer
de se rappeler des souvenirs du tournage de Podium. Mais c'est plus des souvenirs de copains. C'était comment le tournage de Podium? Moi, c'était un de mes meilleurs tournages. Ouais. Un de mes meilleurs souvenirs de tournage. Ouais, une alchimie parfaite entre Yann, Moix, Benoît, Julie et moi. Voilà. Ok. Pas dire mieux. Et puis on se rend pas compte, tu te rends pas compte, tu t'amuses, c'est cool, c'est tranquille. Moi, j'ai pas fait de gros films, j'ai jamais fait un gros film, jamais machin. Tu te rends pas compte en fait que tu fais un super film, parce que c'est un super film, Podium, vraiment. Ouais, carrément. C'est très très réussi. Mais des fois, tu te rends compte quand tu fais un film que ça peut être une merde, tu peux te rendre compte que c'est pas bien. Puis de temps en temps, tu fais c'est pas mal ce qu'on fait. Tu sais, tu peux le sentir. Là, on est dans une inconscience totale. Comment t'arrives à... En fait, je trouve que c'est canon ton parcours parce que t'es à la fois capable de faire des trucs très dramatiques et en même temps, tu vois, de faire Jeff Tuch, quoi. Ouais. Et c'était une volonté de ta part aussi, tu vois, de garder ce truc-là, de garder une forme... Oui, un peu. Bah, c'est aussi d'où je viens. Enfin, c'est ce que j'aime aussi, c'est ce que j'aime au cinéma. Donc, moi, j'aime autant, et j'ai toujours, hein, moi, ado, tout. Moi, j'aime autant Maurice Pialat que Louis de Funès. Mais vraiment, il y a vraiment... Voilà. C'est mes deux passions. J'aime autant C'est arrivé près de chez vous que je sais pas, que Tarkovsky ou que... Vraiment autant. Mon plaisir, c'est deux plaisirs différents. Donc je pense qu'aussi, je l'applique aussi dans les films que je fais. Et j'aime autant tourner, faire Jeff Tuch, évidemment, qui est le paroxysme de ça en comédie, que de faire... je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, et tout, qui est un film plus dur. J'ai autant de plaisir. Dur, ouais. Et c'est autant de plaisir de jeu. Enfin, en tant qu'acteur, c'est le même plaisir, en fait. C'est le même plaisir de jouer. Ok. T'as des envies particulières, toi, tu vois, tu disais tout à l'heure, là, j'ai pas envie de me retourner, je suis encore jeune, machin, mais pourtant... Non, je suis pas encore jeune, mais c'est que bon, je fais mon taf, quoi. Mais oui, j'ai des envies de... Bien sûr, heureusement. Mais je les connais pas. Ah, tu les connais pas? Ben non, il y a des metteurs en scène que j'aime bien, qui jouent de toi, des acteurs avec qui j'ai jamais tourné. Je veux dire, j'ai jamais tourné avec Daniel Auteuil, par exemple, voilà. Daniel, j'adorerais tourner avec Daniel. Voilà, ça, c'est une très... Vraiment. Isabelle Huppert, on a failli faire un film, ça s'est pas fait. J'aimerais beaucoup tourner avec Isabelle. Ça, vraiment, j'aimerais. Puis des metteurs en scène que j'adore. Je vois des films et je fais, waouh, il est bien ce film, j'aimerais bien tourner avec ce mec-là. J'aime bien son univers et tout, ouais. Je me demande, en fait, tu vois, arrivé à un certain âge, à une certaine carrière, comment tu peux tu vois, les trucs vers lesquels tu peux aller, justement, c'est ce que t'as pas ça fait encore, ouais. C'est ça, ouais, c'est les univers, les gens, les rencontres. C'est les rencontres aussi, hein. D'un metteur en scène, un scénario, un sujet, un monde qui est pas le tien. Moi, j'aime bien tourner dans des choses qui me parlent pas forcément, par exemple. Les univers que je comprends pas. Ça m'intéresse, c'est super intéressant. Parce que c'est ça être acteur, tu vas dans le monde de quelqu'un. Si tu veux que les gens viennent dans ton monde, bah tu fais tes films. Donc ça, j'adore ça, aller dans des univers que je comprends pas, ou des fois même que j'aime pas forcément. C'est quoi la dernière fois où t'as tourné un film où tu t'es dit tiens, je connais pas ça et je vais y aller, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait là récemment? Le film que j'ai fait cet été, Julien Guetta, qui a un univers un peu complexe dans sa façon de penser. Là, je vais faire une série, Gérald Eustache-Mathieu, avec qui j'avais fait Poupoupidou, et qui fait une série un peu à la David Lynch, un peu lynchien. Donc son scénario, c'est un peu étrange, des trucs bizarres dans son scénario, des trucs qui sont... Je comprends rien, des fois je comprends rien, mais c'est pas grave, ça me plaît. Je comprends rien, mais je lui fais confiance, il a du talent. Donc c'est très bien. Donc tu vois, à un moment, t'as un bison qui passe, tu dis ah oui, pourquoi il y a un bison? Ok. Je lui demande même pas, il fait fais passer ton bison. T'as aussi fait un truc fou en décembre dernier, mais je l'ai raté. Ouais. J'ai pas réussi à avoir le replay, la rétroscopie. Non, j'ai pas réussi à trouver. Je sais pas, il est pas en replay. C'est impossible à trouver. Marrant, c'était chouette à faire ça. Ça, je l'ai coproduit. Je t'ai entendu en parler de ce fait-là, mais ça m'a donné vachement envie. Ah, c'était bien ça. Je l'ai coproduit et je l'ai écrit, quoi, pratiquement. Ouais. Donc pratiquement réalisé aussi. Voilà, c'était vraiment un truc qu'on a ici avec Jérôme Revon, et on s'est dit, à la base c'est une idée de Jérôme, de se dire tiens, on imagine quelqu'un, genre en l'occurrence c'était moi, dans 20 ans ou 30 ans, voilà, en 2050, là en l'occurrence c'est 30 ans, et on fait une émission comme si on faisait une émission hommage à un mec qui est plus vieux, un vieux.
Donc, évidemment, on avait toutes les archives jusqu'en 2020, parce qu'elles existent, forcément, de moi. Et on s'est dit, on va inventer des archives entre 2020 et 2050. Et comme ça, moi, je suis grimé, tout super bien, vieilli et tout. Et je raconte ma vie. Et on mélange donc des vraies archives, des extraits de films, tout, qui ont existé, ou des émissions de télé où je passe. Et on a créé des fausses archives. Donc, on voulait faire ce mélange-là. C'était super à faire ça. Très rare de voir un truc un peu bizarre à la télé en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, c'est des ovnis, hein. Ouais. Et là, ils vont en faire une. Alors, je dis parce que moi, je pourrais pas participer. Ils vont en faire une avec Franck Dubosc. Ok. Ils vont faire une rétroscopie. Donc, c'est très bien. Moi, je pourrais pas, mais bon. Alors, après, ces émissions, le problème, voilà, c'est que ces émissions-là, pour que ce soit bien, ça coûte cher à produire. C'est très cher à produire. Parce qu'il faut que ce soit parfait, la lumière, la mise en scène, les décors. Et ça coûte cher. C'est du temps. Et malheureusement, la télé aujourd'hui, ils ont plus les moyens qu'il y avait à l'époque, que nous, on avait, par exemple, à Canal, des trucs comme ça. Oui, c'est sûr que vous avez vécu les belles années de Canal, quoi. Ah bah ouais, c'était, et puis surtout avec des gens qui nous laissaient la possibilité de, tu vois, des De Greff, les gens comme ça. Les De Greff, c'était chèque en blanc, hein. Vraiment, hein. Farouch, c'est cette école-là, hein. C'est tous ces gens-là, ouais. Ça vous donne pas envie, vous, de... Non, tu crois qu'il n'y a plus possibilité de retourner à la télé pour faire ce genre de truc? Bien sûr, on l'a fait pour rétroscopie. Après, je pense qu'on peut faire des comme ça, des one-shots. Mais ça revient, si, ça peut revenir, tout peut revenir de toute façon. Voilà. C'est des cycles, on ne sait pas. Demain, ce qui va se passer, imagine demain une chaîne, on ne sait pas ce qui va se passer, ou peut-être on ne sait pas dans 10 ans ce qu'il y aura. Est-ce que peut-être la télé existe moins, que Internet devient vraiment important, et imagine que je sais pas, un truc comme Amazon, YouTube ou machin, d'un seul coup dit, voilà, on met des milliards d'euros, de dollars sur des jeunes pour qu'ils fassent des émissions, qu'ils fassent des nouveaux produits, en se disant, on veut de la quali, ça coûte ce que ça coûte, on veut de la quali. Pourquoi pas? Il y a peut-être un mec là qui aujourd'hui, demain, est nommé chez Amazon France parce qu'il a grandi à Canal. Parce que le mec, c'est sa culture, il a grandi en regardant Canal, il a grandi comme ça, et il se dit, moi, maintenant, j'ai le pouvoir, je veux faire ça. On ne sait pas. T'as une info? Non, pas du tout, c'est un rêve, mais je pense qu'il y en a des mecs comme ça, c'est sûr. Hein. Je voudrais te parler de l'expo que t'as lancée aussi, qui était très personnelle, si j'ai bien compris. T'as retrouvé des photos de ton père, c'est ça? Ouais, des photos de mon père, des diapos en fait. Des diapos? Des années 60, fin 50, début 60, qui étaient dans une valise à la maison. Et puis on a commencé à les regarder, donc il y avait beaucoup de trucs de famille qui n'ont pas d'intérêt autre que la famille. Des baptêmes, des communions, enfin tu vois, on a tout ça. Hein. Et quand j'ai commencé à regarder ces diapos, j'en voyais qui étaient vraiment bien, où il y avait un cadre, un regard, des sujets, quelque chose, où tu dis, tiens, c'est pas mal. Voilà, ça sort du cadre familial. Et j'ai commencé à regarder tout, parce que ma mère en avait pas mal, et j'en ai commencé à en sélectionner, j'en ai montré à des copains, qui sont soit photographes, qui ont des galeries, enfin qui sont un peu dans l'art. Et je leur ai dit, voilà, même pas, j'ai pas dit c'est mon père, on s'en fout. Je dis regardez, vous trouvez pas que c'est pas mal? Il me fait ah ouais, il y a un truc. Et de fil en aiguille, on a fait une expo qui en ce moment là dans le 11e, pareil que Jérôme Revon, c'est une c'est une rencontre en fait de deux artistes, et donc voilà, donc j'ai fait faire des tirages et tout, et ça marche bien. C'est chouette quoi. Puis il y a même des gens, enfin je voulais que ce soit en vente les photos, pas pour gagner de l'argent, mais je trouve que symboliquement c'est important, que ce soit pas juste une expo pour dire voilà des belles photos. Non, il y a un rapport commercial aux choses, ça leur donne la valeur aussi. Et il y a des gens là qui passent dans la galerie, je reçois des appels en disant voilà, celle-là on en a vendu une, et je trouve ça important. Mais l'idée de ça donne du poids, voilà. Qu'est-ce que pourquoi tu avais envie de ressortir les photos de Je sais pas, peut-être parce que mon père m'en a jamais parlé, qu'il faisait ça, et puis peut-être que c'est un chemin. Après, c'est l'histoire que tu te fais. Hein. Moi, je sais pas pourquoi je fais ce métier, donc je me dis, tu sais, quand tu fais un métier un peu hors norme, qui est une sorte de vocation, hein, tu te dis mais pourquoi il y a personne qui m'a jamais initié à ça? Alors est-ce que ça naît moi? Peut-être. Ou est-ce que le fil, il existe déjà avant? Et je me suis dit, peut-être qu'il existait, que mon père ne le savait même pas, qu'il avait ça en lui, qu'il aimait. Enfin, même pas qu'il aimait, que quand il prenait une photo, c'était intéressant. C'est-à-dire qu'il avait un don, entre guillemets.
Et donc, je me dis, oui, c'est peut-être ça, et que peut-être pour ça que moi, maintenant, je fais consciemment, je le fais consciemment maintenant. Il est toujours là, ton père ? Ouais, il est toujours là, il est venu à l'expo et tout. Qu'est-ce qu'ils en dit ? Il était ému, parce que mon père, c'est un ouvrier, Il a jamais eu la prétention de quoi que ce soit. Il a toujours travaillé dans sa vie. Il s'est retrouvé au chômage à 50 balais. Il a une vie très simple, très honnête, très tout. Et là, de se retrouver à une expo. Dans Paris, à 11e. Dans Paris, il était un peu... en plus, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont venus. Et des amis... j'ai des potes proches qui sont un peu pas connus, ouais, tu vois. Et donc, après, il les connaît, mon père, parce que c'est quand même des copains. Mais tu vois, il y avait... moi, je suis pote avec François Hollande. Donc, il y avait François qui est venu par amitié. Et donc, mon père qui commence à faire l'expo de ses photos avec François Hollande. Tu vois le truc qui veut rien dire. C'est surréaliste, en fait. Et lui, il reste très... c'est comme un poisson dans l'eau. Il s'adapte très, très vite au milieu dans lequel il est. Ah ouais. Oui, il est pas si impressionné que ça, finalement, par tout ça. J'ai remarqué ça, là. Je me suis dit, non, finalement, moins impressionné que moi, je pourrais l'être dans une situation où j'ai pas les codes. T'avais jamais vu ça chez ton père ? Cette capacité à s'adapter, justement ? Pas à ce point-là, parce que j'avais jamais été confronté à une situation aussi extraordinaire. Alors peut-être c'est parce qu'elle est extraordinaire. Quelquefois, quand c'est vraiment extraordinaire, tu t'adaptes plus facilement que quelque chose qui est juste à côté. T'as eu du mal, toi, à t'adapter aux codes, justement, en venant de Dunkerque, où t'avais pas tous les codes de la capitale, etc. Du mal, je sais pas, je les ai appris, mais je suis encore, je pense, quelquefois, j'ai pas les codes, quelquefois. Je pense qu'en fait, quelquefois, on a ça. Je pense d'où on vient reste quand même... Tu l'oublies jamais vraiment complètement. Ouais, c'est ce que disait, tu sais, ce qu'on dit, tu resteras toujours un... tu sais, c'est ce que le mec avait dit à Tapi, parce que Tapi est mort, là, donc j'ai entendu ça, je trouvais ça pas mal. Tapi qui a gagné beaucoup d'argent, qui a tout, mais on lui disait, mais tu sais, tu resteras toujours un pauvre parmi les riches. Et c'est vrai. D'où tu viens, ça restera toujours. Après, ça peut être une force, hein. Mais quand même, il n'y a rien à faire. Ben ouais, c'est ton socle, hein, c'est ta base. Et ta base, elle est construite comme ça. T'as beau tout mettre dessus, t'as beau repeindre les murs de ta maison, à la base, il y a toujours une couleur en dessous. Si tu grattes, c'est la même couleur qui reste. T'as toujours Radio Barefoot au fond de toi, quoi. Oui. Et encore Radio Barefoot, c'est paradoxal parce que c'est même pas... parce que mon père venait du Sud et tout, donc... Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Radio Barefoot, c'est un sketch de Robin des Bois. Une série de sketchs fabuleuse que tu faisais avec Maurice. C'était rigolo, ouais. Et après, c'est un personnage qui a un peu inspiré les Tuches, d'ailleurs. Mais c'était c'était même pas chez moi, hein, Radio Barefoot. C'était le monde autour, la ville, les gens. Mais c'était pas mon quotidien, c'était pas mes parents et tout, c'était pas ce monde-là. Ah, je croyais que... Je sais pas, j'avais cru comprendre qu'il y avait vraiment une Radio Barefoot à Dunkerque. Non. Non, c'est... Non. Pourquoi je... Non, il y a pas de... Ça existe pas, non. Ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu, bien sûr, bah oui. C'était tout à fait possible. Peut-être qu'ils l'ont fait... Attends, peut-être qu'ils l'ont fait après, hein. Ah, peut-être qu'ils ont créé un truc, tu vois ce que je veux dire, en hommage. Non, mais c'est possible. C'est possible. Je sais pas, j'avais un pote qui vivait à Dunkerque qui m'a dit, mais moi j'avais Radio Barefoot près de chez moi. Non. Donc je me suis dit, ok, bah si ça tombe... Non, ça n'existe pas. Jean-Paul, il connaissait. Non. C'était Radio Corsair, la radio de Dunkerque. Ok. Elle s'appelait. La radio locale. Radio locale, ouais. Ok. Écoute, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Bah merci de ton accueil. Non, mais merci à toi. Raconter ma vie, ça intéresse personne. Bah voyons. Bah les gens, ils vont écouter 5 minutes, ils vont dire après, mais attends, c'est bon, qu'on a tiré son histoire à l'autre. Là, je crois pas. Bon, écoute, on verra. Tu me diras. Ouais, merci beaucoup. À toi, merci. Salut. Ciao. C'était très bien. Bah oui, c'était très bien. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.